Mes chers abonnés, bienvenue à vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre écoute, et votre cœur ouvert à chaque histoire. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à écrire des récits vrais, tristes, puissants, comme la vie elle-même. Que la paix, la sagesse et la force soient toujours avec vous. Aïssata, jeune domestique innocente, a été trahie, chassée et morte seule après avoir porté l'enfant de son maître, Mamadou. Des années plus tard, son esprit revient, trempé de larmes et de colère, hanter ceux qui l'ont rejeté. Sa vengeance sourde, lente, ne laisse aucune porte fermée. Mamadou, brisé par le remords, finit par retrouver leur fils, mais trop tard, l'enfant qu'il n'a jamais voulu ne veut plus de lui. Nafissatou, l'épouse qui a orchestré l'exil d'Aïssata, sombre dans la folie, prisonnière d'une maison devenue un tombeau. Et dans le grenier, le berceau d'Aïssata se balance encore, berçant la dernière berceuse d'une injustice qui ne meurt jamais. Le secret étouffé. La pluie frappe contre les tôles rouillées de la petite chambre au fond de la grande maison. À l'intérieur, Aïssata, à peine 19 ans, est assise sur un vieux matelas qui sent l'humidité. Ses mains tremblent sur son ventre arrondi. Ses yeux, autrefois pleins de vie, sont gonflés par les larmes. Mamadou, son maître, entre discrètement. Il ferme la porte, essuie la sueur sur son front et regarde la jeune fille comme on regarde un problème qu'on ne sait plus résoudre. « Aïssata, je t'avais dit de faire attention, non ?» La voix d'Aïssata est presque un souffle. « Tu m'avais promis, Mamadou. Tu avais juré que tu m'épouserais. » Il détourne le regard, honteux, mais avant qu'il ne réponde, un bruit sec déchire la nuit. Nafissatou, sa femme, est là, derrière la porte. Elle a tout entendu. La confrontation est brutale. Nafissatou hurle, gifle Aïssata, la traite de « vipère », voleuse de mari, et Mamadou ne trouve pas la force de la défendre. La jeune fille, recroquevillée, essaie de protéger son ventre de ses bras maigres. « Tu penses que tu vas me voler mon mari avec ce bâtard ?» Elle ordonne aux domestiques de la jeter dehors. Cette nuit-là, la pluie est glaciale. Aïssata, en robe fine, tient son ventre et s'avance dans la boue. Personne ne la regarde. Les lumières de la maison se ferment une à une, comme si on éteignait sa vie. Au village, personne ne l'accueille. Sa famille est trop pauvre, trop loin, et sa réputation est détruite. Aïssata trouve refuge dans une vieille cabane abandonnée près du marigot. Là, seule, elle s'allonge sur le sol froid. La douleur la plie en deux. Elle gémit, appelle Mamadou dans sa tête. « Viens, s'il te plaît, viens. » Mais il ne viendra pas. Au petit matin, une vieille femme découvre le corps. Aïssata est morte, son bébé silencieux à ses côtés. Dans sa main, un morceau de tissu trempé de sang. Sur ce tissu, elle a écrit d'une main tremblante. « Ne m'oubliez pas. Cherchez mon enfant. » Mais quand la vieille femme court prévenir Mamadou et Nafissatou, ceux-ci paient pour enterrer l'affaire. Ils font disparaître le corps et murmurent à tous. Elle était folle. L'enfant n'a jamais vécu. Le secret est enterré sous la terre humide, sous les prières bâclées, sous le regard du ciel gris. Mais le ciel, lui, n'oublie rien. Des signes inquiétants. 3 ans ont passé depuis cette nuit d'orage. La grande maison, derrière ses murs de béton frais repeints, cache encore l'odeur du drame. Nafissatou vit dans un silence pesant. Mamadou, lui, boit chaque soir, cherchant au fond des bouteilles une paix qu'il ne trouve jamais. Tout a pourtant l'air normal, la cour balayée chaque matin, les rideaux blancs soigneusement tirés. Mais chaque nuit, quand la lune est haute et que les lampes vacillent, quelque chose s'invite dans la maison. Un soir, Nafissatou est réveillée par un bruit étrange. Comme un petit rire, ou des pleurs étouffés. Elle se lève, ajuste son pagne, traverse le couloir sombre. Ses pieds nus glissent sur les carreaux froids. Dans la chambre du fond, là où elle range les vieux vêtements d'Aïssata, une berceuse s'élève, à peine un souffle. « Ne dors pas, mon petit. Ne dors pas sans moi. » Elle ouvre brusquement la porte. Rien. Un courant d'air passe, une robe blanche accrochée tremble. Nafissatou claque la porte, son cœur bat trop fort. Au petit déjeuner, elle demande à Mamadou. « Tu as entendu hier soir ?» Mamadou, cerné, les mains tremblantes, évite ses yeux. « Encore tes histoires de femmes. Laisse les morts où ils sont. » Mais Nafissatou le voit, lui aussi est pâle comme un linge. La nuit dernière, dans le salon, il a cru voir une silhouette passer derrière le rideau. Un voile trempé, des cheveux dégoulinants, 2 yeux sans pupilles. Il a cru que c'était le djinn, mais chaque soir le même cauchemar revient.
La plus jeune domestique, Mariama, murmure aux autres servantes qu'elle a vu la fille d'avant marcher pieds nus dans la cour. Les cheveux collés au visage, tenant un bébé contre sa poitrine. Elle dit qu'elle l'a regardé avec un sourire triste avant de disparaître derrière le manguier. Les rumeurs se répandent vite. Les enfants du quartier, curieux, s'amusent à jeter des cailloux sur la maison, en criant « La femme sans cercueil ! La femme sans cercueil !» Une nuit, Nafissatou n'en peut plus. Elle prie, répète des versets à voix basse, colle du sel au coin des portes. Mais à chaque prière, les sanglots reviennent plus forts. Au milieu de la nuit, elle se réveille suffoquée. Sur son oreiller, des traces humides, comme si quelqu'un s'était penché pour pleurer tout près d'elle. Mamadou, de son côté, ne ferme plus l'œil. Il se met à parler seul dans le noir. « Aïssata, pardonne-moi. Je vais chercher ton fils. Je vais réparer. » Mais à chaque fois qu'il ferme les yeux, il entend une voix glacée lui souffler. Trop tard. Dans la cour, un vieil arbre dépérit sans raison. Les branches tombent, noircies. Un chat retrouvé mort, les yeux grands ouverts. Le puits au fond de la parcelle devient trouble, comme si une main invisible remuait la boue. Le jour, Nafissatou sourit aux voisins pour sauver les apparences. La nuit, elle serre un vieux pagne dans lequel Aïssata dormait. Et elle comprend, au fond d'elle, que les morts n'oublient jamais. Que tout ce qu'elle croyait avoir enterré remonte à la surface, goutte à goutte, comme l'eau du puits trouble. Et cette fois, aucun verrou ne pourra retenir le fantôme à la porte. Le retour. Une nuit plus noire que les autres. Le vent frappe contre les volets. La pluie est revenue, comme pour rappeler cette nuit maudite où Aïssata avait tout perdu. Nafissatou est assise sur le bord de son lit, les yeux cernés, tenant fermement un vieux chapelet. À ses côtés, Mamadou ronfle, un fond de bouteille renversé sur la table de chevet. Soudain, un bruit sec. Le grenier. Ce grenier, elle n'y monte jamais. C'est là qu'elle a rangé toutes les affaires de la jeune fille qu'elle a chassée. Les vieux pagnes, le carnet de prière, et le berceau qu'elle avait refusé de voir. Elle ferme les yeux, essaie d'ignorer le claquement, mais le bruit revient clac. Nafissatou tremble. Elle descend du lit, enfile ses sandales, allume une lampe à pétrole. Dans le couloir, elle a la chair de poule. La flamme danse, projetant des ombres bizarres sur les murs. Arrivée au grenier, elle hésite devant la trappe. Une vieille échelle en bois craque sous son poids. Là-haut, une odeur d'humidité, de vieux draps, et autre chose. Une odeur douce amère, comme celle du lait tourné. Elle avance. La flamme éclaire des caisses entassées. Soudain, elle s'arrête net. Sur la planche du grenier, quelque chose est gravé, grossièrement, comme tracé avec un ongle ou un couteau émoussé. Elle lit à haute voix, la gorge sèche. « Tu m'as tué. » Ses doigts tremblent sur le bois. Une goutte d'eau tombe sur sa main. Elle lève les yeux, le toit fuit ? Non. C'est autre chose. Une silhouette se tient au fond du grenier, près du berceau poussiéreux. Dans la lueur vacillante, Nafissatou distingue un voile blanc, trempé, collé sur un visage qu'elle connaît trop bien. Les cheveux noirs, collés, les lèvres bleues de froid. Et surtout, ses yeux. Des yeux vides, sans pupilles, mais qui pleurent encore. Aïssata. Le berceau bouge, grinçant faiblement, comme bercé par une main invisible. Des sanglots résonnent dans l'air glacé. Nafissatou recule. Ses sandales glissent sur une planche pourrie, elle tombe sur les fesses. La lampe roule, la flamme danse, vacille, puis éclaire un miroir fêlé dans un coin du grenier. Et là, l'horreur, dans le miroir, le reflet de Nafissatou est doublé. Derrière son épaule, Aïssata. Vivante, ou presque. Son ventre est encore arrondi comme avant l'accouchement, mais sous sa peau blafarde, on devine la trace du sang séché. Ses bras entourent un bébé invisible, qu'elle berce lentement. Le reflet d'Aïssata incline la tête, ses lèvres remuent sans bruit. Nafissatou se met à hurler. Elle ferme les yeux, se frappe la tête, espérant que la vision disparaisse. Quand elle rouvre les paupières, la silhouette est plus proche. Des gouttes tombent sur le sol poussiéreux. De l'eau. Non. Des larmes de sang. Le fantôme avance, murmure d'une voix fêlée. « Tu m'as volé ma vie. Et mon enfant. » Nafissatou hurle encore. Une domestique entend ses cris, grimpe à son secours. Mamadou arrive, titubant. Il découvre sa femme prostrée, les yeux révulsés, répétant sans cesse « Je l'ai vue. Elle est là. »
Elle revient. Elle revient. Dans le miroir, juste avant qu'il ne se brise sous le choc, Mamadou croit apercevoir lui aussi cette silhouette trempée, accrochée à son reflet comme une ombre impossible à détacher. Cette nuit-là, la maison comprend qu'elle n'est plus seule. Et pour la première fois, Mamadou se rend compte qu'il n'a plus d'endroit où se cacher. La vérité éclate. Depuis cette nuit au grenier, la maison est glaciale. Même à midi, les murs suintent une humidité étrange. Nafissatou refuse de dormir seule. Elle barricade les fenêtres, colle du sel au coin des portes. Elle se lave avec des décoctions de feuilles amères, marmonne des prières à voix basse, mais rien n'y fait. Le fantôme d'Aïssata rôde, silencieux, et s'infiltre par chaque fissure. Mamadou, lui, est un homme à bout. Il ne boit plus, car l'alcool lui ramène les visions encore plus forts. Ses mains tremblent sans cesse. Chaque soir, il s'assoit dans la cour, sous l'arbre mort, fixant le vide comme s'il attendait qu'Aïssata surgisse. Un soir, Mamadou reçoit la visite de sa tante Aminata, une vieille femme qui connaît toute l'histoire du clan. Aminata, courbée, drapée dans un grand boubou bleu, l'observe sans un mot. Elle sent que la maison est lourde, qu'elle retient des larmes et des cris. Ils s'enferment dans la petite cuisine, lampes éteintes, seules 2 bougies éclairent leurs visages fatigués. Aminata parle d'une voix basse et grave. « Je t'avais prévenu, Mamadou. Un ventre qu'on chasse, un ventre qu'on maudit, ça ne se ferme pas dans la terre. » Elle sort de son sac un vieux bout de tissu, jauni, taché de sang séché. Mamadou frissonne. C'est celui qu'Aïssata serrait dans sa main quand on l'a retrouvée morte. Aminata, les yeux voilés, lit ce qui y est écrit. S'ils disent que mon enfant est mort, ne les crois pas. Cherche-le. Il est ton sang. Mamadou éclate en sanglots. Je croyais qu'elle était folle. On m'a dit que l'enfant n'avait pas survécu. Aminata claque la langue. Tu voulais le croire. Pour ne pas salir ton nom, pour ne pas perdre ta maison. Mais l'enfant, où est-il? Qui l'a pris? Ces mots sont comme un coup de tonnerre. Mamadou se revoit, la nuit où Nafissatou l'a forcé à signer des papiers, à faire disparaître la jeune domestique comme si elle n'avait jamais existé. Et ce bébé? Il se souvient vaguement d'un cri faible, d'une domestique qu'on a renvoyée loin. Un doute terrible le dévore. Et si mon fils était encore vivant, quelque part abandonné comme un chien? Cette nuit-là, Mamadou rêve encore d'Aïssata. Il est dans une pièce sombre. Elle se tient devant lui, silhouette trempée, le ventre toujours arrondi. À ses pieds, un petit garçon à genoux, la tête baissée. Mamadou tend les bras mon fils. Mais Aïssata recule. Ses yeux vides brillent de larmes de sang. Sa voix est un murmure d'outre-tombe. Tu n'as pas voulu de lui. Tu ne le mérites pas. Le garçon lève la tête. Son visage est flou, comme une photo mouillée. Il recule dans l'ombre, emporté par les bras de sa mère morte. Au réveil, Mamadou est trempé de sueur. Nafissatou l'observe, debout au pied du lit, les yeux rougis par la peur. Elle aussi a rêvé, mais dans son rêve, Aïssata ne dit pas un mot. Elle se contente de la regarder, encore et encore, ses doigts glacés posés sur son ventre vide, comme pour lui rappeler « Toi, tu as eu un enfant vivant. Moi, on m'a tout pris. » Les jours suivants, la rumeur se répand. Les domestiques murmurent que le maître cherche quelqu'un. Mamadou interroge discrètement les vieilles voisines, les anciennes servantes, va jusqu'à payer des marabouts pour « voir » où serait cet enfant disparu. Mais plus il cherche, plus la maison se remplit de signes inquiétants. Une flaque rouge sous le lit, une berceuse fredonnée au milieu de la cour, un voile blanc aperçu derrière la moustiquaire. Nafissatou, elle, n'en peut plus. Elle craque. Elle hurle sur Mamadou. Arrête de remuer cette histoire. Elle est morte. Elle doit rester morte. Mais Mamadou, le regard vide, répète comme un fou. Son fils vit. Son fils vit. Et elle ne partira pas tant qu'elle n'aura pas sa justice. Ce soir-là, Nafissatou comprend que le mur de secret qu'elle avait érigé est en train de s'effondrer. Et Aïssata, la jeune fille humiliée, chassée, revient, goutte à goutte, briser tout ce qui reste de leur mensonge. La vengeance commence. La maison n'est plus une maison. Elle est devenue un ventre gonflé de secrets, prêt à éclater. Dans la cour, les servantes murmurent des prières en cachette, frottent les murs avec de l'eau bénite. Mais plus elles frottent, plus les taches reviennent comme des mains sales imprimées sur la peinture fraîche. Une nuit, Nafissatou entend des pas derrière la porte de sa chambre. Elle ouvre brusquement,
s'attendant à trouver une domestique. Mais le couloir est vide. La lampe vacille. Au sol, elle découvre des traînées humides comme des traces de pieds nus, trempés, qui vont du grenier jusqu'à sa porte. Elle recule, ferme la porte, pousse un cri étouffé. Elle sait qui c'est. Pendant ce temps, Mamadou se perd dans la rue comme une ombre. Il interroge les anciens du quartier. Il offre des billets sales à une marabout aveugle pour qu'il lise dans le sable. Mais chaque piste le ramène au même point. Le fils a disparu, comme avalé par la nuit. Et Aïssata, elle, veille. Partout où il va, il sent cette odeur d'eau stagnante, de terre mouillée. Parfois, il entend sa voix trop tard. Une domestique, Mariama, la plus jeune, décide de fuir. Elle ne supporte plus de croiser cette silhouette blanche au coin de l'escalier. Mais avant de partir, elle se confie à Nafissatou. « Madame, la nuit, je la vois. Elle est dans la chambre de votre fils. Elle le regarde dormir. Elle le berce, mais ce n'est pas votre fils. » Nafissatou la gifle, la chasse sans un mot. Mais ses paroles la hantent. Son fils. Elle se tourne vers le berceau, vide depuis longtemps. Des peluches poussiéreuses. Un drap mouillé sans raison. La même nuit, Nafissatou fait un cauchemar. Elle se voit enceinte, énorme, mais ses mains sont couvertes de sang. Aïssata est là, assise au pied de son lit, tenant un bébé blême. « Regarde ton ventre, Nafissatou, regarde-le. » Elle baisse les yeux, une plaie béante s'ouvre sous sa robe, et Aïssata y plonge les mains, en arrachant quelque chose qu'elle tient haut comme un trophée. Nafissatou hurle, se réveille, trempée de sueur. Ses draps sont tachés d'eau rouge. Mais il n'y a pas d'eau dans la maison. Au village, la nouvelle se répand, la maison est hantée. Un voisin dit avoir vu une femme debout sur le toit, cheveux longs, robe trempée, les bras tendus vers la chambre de Nafissatou. Les enfants chantonnent. Aïssata revient. Mamadou devient fou. Il passe ses nuits à genoux dans la cour, parlant au ciel. « Je vais réparer. Je te retrouverai. » Mais chaque promesse est suivie d'un vent glacial, et d'une voix. Trop tard. Les rares invités qui osent encore venir repartent terrorisés. Un vieil oncle, venu prier pour eux, est retrouvé inanimé, le regard figé sur le berceau. Il répète sans cesse. Elle était là. Elle était là. Elle berçait un bébé sans visage. Un soir, Nafissatou se regarde dans le miroir de sa coiffeuse. Elle y voit son reflet, émacié, vieilli de 10 ans en un mois. Mais derrière elle, l'ombre d'Aïssata apparaît. Toujours trempée, toujours enceinte, la peau grise, les lèvres fendues. Elle murmure. « Bientôt, tu sauras ce que c'est d'être seule. » Nafissatou hurle, frappe le miroir. Les éclats se figent dans ses mains, du sang coule. Mais le reflet d'Aïssata, lui, reste intact sur chaque petit morceau brisé. Ce soir-là, Nafissatou comprend qu'elle ne pourra pas échapper à la promesse d'Aïssata. « Je vais te prendre ce que tu chéris. Je vais vous prendre tout ce que vous pensiez garder pour toujours. » La vengeance ne fait que commencer. Et cette maison, autrefois si fière, n'est plus qu'un tombeau vivant où le fantôme d'une injustice berce lentement sa colère, prêt à la faire payer goutte après goutte. Le pacte sanglant. Il pleut encore cette nuit-là. Une pluie lourde, chaude, qui martèle le toit comme des poings impatients. Nafissatou est recroquevillée dans le salon, une couverture sur les épaules, ses mains tremblent. Devant elle, Mamadou est assis par terre, pieds nus, ses yeux hagards fixent la porte grande ouverte. Il n'ose plus fermer la maison, comme si verrouiller les portes pouvait enfermer le fantôme. Mais rien n'arrête ce qui est déjà dedans. Des bougies brûlent sur la table basse, formant un cercle maladroit autour d'eux. Au milieu, un bol d'eau mélangé à des herbes noires. Aminata, la vieille tante, a accepté de revenir pour négocier avec l'esprit. Elle est assise sur un tabouret, ses paumes ridées posées sur le bol. Ses lèvres sèches murmurent des prières. Elle veut quelque chose, Mamadou. Quelque chose que ni l'argent, ni tes prières ne peuvent lui donner. La flamme d'une bougie vacille. Dans l'ombre, une forme apparaît. Aïssata. Debout, immobile, à 2 mètres d'eux. Ses cheveux dégoulinent encore, son ventre est toujours gonflé comme si elle était restée prisonnière de ce moment. Son regard se pose sur Nafissatou, qui fond en sanglots. Aminata ferme les yeux, murmure pour établir un pont. Aïssata, que veux-tu? La voix d'Aïssata n'est qu'un souffle, mais tous l'entendent. Je veux justice.
Mamadou balbutie. Je vais tout avouer. Je vais dire la vérité au village. Je vais chercher notre fils, Aïssata secoue lentement la tête. Des gouttes rouges tombent de ses cheveux sur le sol. Trop tard. L'enfant sait déjà. Mais toi, tu paieras. Nafissatou ose à peine lever les yeux. Sa gorge est nouée, sa voix un couinement. Et moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Un silence. Puis le fantôme avance d'un pas. Ses pieds nus laissent des marques sombres sur le carrelage. Son regard fixe Nafissatou. Tu vivras ce que j'ai vécu. Le rejet. La honte. La solitude. Et tu mourras seul, sans personne pour pleurer sur ta tombe. Aminata ouvre les yeux. Elle a scellé son pacte. Elle plonge un couteau rouillé dans le bol d'eau noire, en sort, comme un fil d'ombre, un tissu mouillé qu'elle tend à Nafissatou. Nafissatou recule, mais Aminata la force à le prendre. C'est le pagne d'Aïssata. Il restera dans ta chambre. Chaque nuit, tu sentiras son poids. Si tu essaies de t'en débarrasser, son ombre te suivra dehors. Mamadou, brisé, se met à genoux devant le fantôme. Il tend les bras comme un enfant. Pardon, laisse-moi voir notre fils. Je t'en supplie. Mais Aïssata incline la tête. Un sourire triste fend ses lèvres gelées. Sa voix est un couperet. Il saura qui tu es. Il viendra quand il le décidera. Pas avant. Puis, elle disparaît dans un souffle. Les bougies s'éteignent une à une. Dans le bol, l'eau est devenue rouge, épaisse comme du sang. Cette nuit-là, Nafissatou ne ferme pas l'œil. Le pagne d'Aïssata est posé sur sa poitrine. Elle sent un poids glacial l'écraser, comme si le fantôme s'allongeait sur elle. Des larmes coulent, mais aucune prière ne sort de sa bouche. Mamadou, lui, reste agenouillé sur le carrelage froid jusqu'au matin. Il chuchote un nom qu'il n'a jamais eu le courage de prononcer, mon fils. Dans la cour, sous l'arbre mort, un chat hurle puis se tait. Et dans le grenier, le vieux berceau se balance, lentement, dans l'air immobile. La malédiction est posée. Le pacte est scellé. Et rien, plus rien, ne pourra rendre la paix à cette maison. L'enfant retrouvé. Les jours passent. Mamadou n'est plus qu'une ombre dans les ruelles du village. Il mendie des informations, il fouille les registres de la vieille clinique, interroge les anciens domestiques qui osent encore lui répondre. Ses cheveux sont gris, ses yeux éteints. Dans ses poches, quelques billets froissés, offerts au marabout pour « voir » son fils perdu. Mais chaque piste est un couloir sans sortie. Une nuit, sous un porche décrépit, Mamadou s'endort assis contre le mur, sous la pluie. Il rêve encore d'Aïssata, mais cette fois, elle n'est plus seule. À ses côtés, un jeune homme se tient debout. Grand, maigre, la peau sombre, les yeux brillants d'une rage muette. Mamadou veut tendre la main, mais Aïssata recule, comme à chaque fois. Trop tard. Murmure-t-elle. Le jeune homme détourne le regard. Quand Mamadou se réveille, la pluie a cessé. Un chat fouille les poubelles. Au loin, une lueur tremblante perce la brume de l'aube. Le lendemain, un voisin prévient Nafissatou. Mamadou a été vu près du vieux marché, parlant à un jeune mendiant. Un garçon étrange, toujours assis au même endroit, la tête baissée, un vieux bracelet en corde au poignet. Les rumeurs disent qu'il n'a ni mère, ni père, qu'il dort sous un arbre creux. Nafissatou comprend. Son sang se glace, et si c'était lui? Mamadou s'approche du jeune homme. De près, il voit ses propres traits, son front large, la même fossette au menton. Le garçon relève la tête, ses yeux sont sombres, fatigués. « Qui es-tu » souffle Mamadou. Le jeune homme répond à peine. « On m'appelle Moussa. J'ai pas de nom de famille. J'ai pas de père. » Dans un élan désespéré, Mamadou sort une vieille photo d'Aïssata. Froissée, délavée, mais le visage est encore là, ce sourire brisé. Le jeune homme la regarde, longtemps. Ses yeux brillent, mais aucune larme ne coule. « C'est ta mère. Elle est morte en me mettant au monde. » dit Mamadou. Sa voix tremble. Le garçon serre les poings. Il murmure d'un ton sec. « Elle est morte seule, abandonnée. » Mamadou pose la main sur son épaule, comme pour l'enraciner. « Pardonne-moi. Je veux te ramener à la maison. Je veux réparer. » Mais Moussa éclate d'un rire sec, presque un aboiement. Ses yeux se voilent d'une lueur dure. « Ta maison? Celle qui a tué ma mère? Celle où tu vis avec ta sorcière de femme ?» Un silence lourd s'installe. Mamadou baisse la tête.
Derrière lui, comme une ombre glacée, il sent la présence d'Aïssata. Il ferme les yeux, espérant une parole de pardon. Mais la voix qu'il entend est un souffle tranchant trop tard. Moussa se lève, arrache son bras de la main de son père, et recule. Dans sa poche, il serre un petit bracelet de coton, dernier souvenir d'Aïssata. Je n'ai pas de père. Et toi, tu n'as plus de fils. Mamadou reste seul sur le trottoir, sous un lampadaire mourant. Les gouttes de pluie reviennent, comme pour laver le trottoir de ce dernier espoir. Sa respiration est un râle. Il comprend, il a trouvé son fils, oui, mais ce fils n'est plus à lui. Il ne lui appartient plus. Au loin, Moussa disparaît dans la nuit, ses pas légers, ses épaules droites. À ses côtés, dans un reflet de vitrine, Aïssata marche. Sa robe est toujours trempée, mais son ventre est plat. Elle tient la main de son fils, comme si elle le guidait loin de ce passé pourri. Dans la grande maison, Nafissatou regarde par la fenêtre, sentant l'air devenir plus lourd. Elle sait qu'ils l'ont retrouvé. Mais le pire, c'est qu'elle sait aussi que rien ne sera pardonné. La maison vide. Le temps a passé. La pluie est partie, mais la maison reste froide comme une pierre. La grande cour est envahie d'herbes folles. Les volets claquent dans le vent. Les domestiques sont partis, l'un après l'autre, fuyant les pleurs de bébé qu'ils entendaient la nuit, les ombres qui se glissaient sous les portes. Nafissatou vit seule maintenant. Mamadou a disparu. Certains disent qu'il est devenu fou, qu'il erre entre la mosquée et le vieux marché, parlant à la nuit comme à une amante infidèle. Personne ne veut plus le loger, son ombre porte la honte et la malédiction. Dans le grand salon, Nafissatou traîne un vieux berceau, celui qu'elle avait refusé de voir quand Aïssata vivait encore. Elle le pousse d'une pièce à l'autre, comme une coquille vide qu'elle ne veut pas abandonner. À l'intérieur, une vieille poupée sans tête, trempée, pourrissante. Chaque soir, Nafissatou s'assoit sur le carrelage, berce la poupée et murmure. « Dors, dors mon enfant. » Mais l'enfant n'est pas là. Il ne l'a jamais été pour elle. La nuit, elle entend encore le bois craquer. Les pas nus sur les carreaux. Les pleurs d'un nourrisson qu'elle n'a jamais porté. Parfois, elle ferme les yeux et sent un poids glacé sur sa poitrine, le pagne d'Aïssata qu'elle avait juré de garder. Si elle le brûle, il revient. Si elle le jette, il réapparaît plié au pied de son lit. Une voisine, vieille amie de la famille, ose un jour pousser le portail. Elle trouve Nafissatou assise au milieu du salon, le regard figé vers la porte du grenier. La voisine murmure, la gorge serrée. Nafissatou, vends cette maison. Pars. Nafissatou tourne la tête. Ses yeux sont vides, mais un sourire malade étire ses lèvres. Je ne peux pas. Elle est encore là. Elle ne partira jamais. La voisine recule, frappe 3 fois ses sandales sur le seuil pour éloigner le mauvais œil, puis s'en va. Elle ne reviendra plus jamais. Dans le grenier, le vieux berceau se balance encore, grinçant doucement. Des gouttes tombent sur le plancher, goutte après goutte, comme si Aïssata pleurait toujours. Mais ce ne sont plus des larmes de douleur, ce sont des larmes de sel, de justice, de colère lavée. Moussa, lui, vit dans une autre ville. Il dort dans un hangar abandonné, mange ce qu'il trouve, mais ses yeux brûlent d'une étrange lumière. Il n'a pas pardonné, il ne pardonnera jamais. Mais il vit. Et, parfois, dans ses rêves, sa mère lui apparaît. Plus jeune, plus douce. Elle lui tend la main, lui murmure. Va, ne sois pas comme eux. Et Mamadou? Personne ne sait vraiment. Certains jurent l'avoir vu, un soir, marcher au milieu de la route, parlant à quelqu'un que personne ne voyait. D'autres disent qu'il est tombé dans le puits au fond du village. Mais personne n'a osé vérifier. Alors la maison reste là, comme une plaie ouverte. La nuit, les enfants du quartier chuchotent. Si tu passes devant, ne regarde pas la fenêtre du grenier. Tu verras la femme sans cercueil, et elle te suivra chez toi. Et parfois, quand le vent souffle trop fort, on jurait entendre, derrière les murs lézardés, une berceuse. Celle qu'Aïssata chantait à un bébé qu'elle n'a jamais pu garder. Tout est payé. Mais tout reste là. Car certaines injustices ne meurent jamais. Elles respirent dans les murs, dans les souvenirs et dans le silence. La dernière berceuse. Les saisons passent, mais la maison reste là, figée dans son silence. Les murs sont lézardés, la peinture s'écaille, le jardin est devenu une jungle de ronces et de feuilles mortes. Les voisins ont appris à détourner le regard. Même les plus curieux n'osent plus coller l'oreille contre la porte. Certains soirs, au crépuscule,
on jurerait voir une faible lueur briller derrière la fenêtre du grenier. Là-haut, un vieux berceau continue de se balancer. Personne ne le pousse, mais il se balance, lentement, au rythme d'un soupir que seul le vent comprend. Dans le village, les anciens disent aux enfants: « Ne parle pas de cette maison. Ne prononce pas son nom après la tombée du soleil. » Mais les enfants grandissent, oublient les contes. Ils rient, ils osent. Et parfois, l'un d'eux grimpe sur le mur pour regarder à l'intérieur. Ce qu'il voit, il ne le raconte jamais. Moussa, lui, a quitté le village. Il travaille sur les routes, porte sur le dos un baluchon maigre, et dans sa poche, un petit bracelet de corde. Son seul héritage. Il n'a ni père, ni famille, ni rancune sur la langue, mais dans ses veines, le sang d'Aïssata chante encore. Chaque nuit, quand il ferme les yeux sur un matelas miteux, il entend la voix de sa mère, douce, venue de l'autre côté. « Dors, mon fils. Je veille sur toi maintenant. » Et pour la première fois, il dort sans trembler. Nafissatou, elle, n'est plus qu'une ombre dans la grande maison vide. Ses cheveux sont blancs, ses mains maigres. Elle ne mange plus que quelques poignées de riz froid. Chaque nuit, elle berce toujours la poupée pourrie qu'elle appelle « mon bébé ». Mais au fond, elle sait que personne ne viendra la pleurer quand elle partira. Et Aïssata? Personne ne l'a vue depuis longtemps. Pourtant, les murs s'en souviennent. Le sol garde l'empreinte de ses pas. L'air retient son parfum de pluie. Son histoire est devenue une berceuse maudite, transmise comme un murmure entre les feuilles mortes et le vent du grenier. « Dors, petit, dors sans moi. Là où ils t'ont caché, je viendrai. Dors, petit, dors sans peur. Le jour viendra où tout se paiera. » C'est ainsi qu'on dit que, parfois, à la saison des pluies, quand l'orage résonne sur les tôles rouillées, si tu tends l'oreille, tu entendras, derrière la fenêtre brisée, la dernière berceuse d'une mère qu'on a trop vite oubliée. Et cette fois, plus rien ne pourra la faire taire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.